vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Toinon Georget, CEO de Wallaxy. Donc bonjour Toinon, merci d'être avec nous aujourd'hui dans cet épisode du Talent Podcast. Merci de m'inviter. Avec plaisir. Je vais démarrer, je vais te présenter rapidement avant de te laisser la parole. En termes de parcours, voilà, moi ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as un parcours très atypique vis-à-vis des autres dirigeants que j'ai invités à s'exprimer dans ce podcast. En l'occurrence, en termes de parcours, tu as démarré par une école d'ingénieur que tu as arrêté en cours de route avec l'envie de créer ta propre aventure entrepreneuriale avec 3 autres associés sur un projet qui a évolué et qui est devenu aujourd'hui Wallaxy, qui est donc, comme une grosse partie des gens qui nous écoutent le savent, un outil de prospection automatisé. Donc aujourd'hui, tu es CEO de Wallaxy, qui est une structure qui fait 10 millions de chiffre d'affaires avec 50 personnes, une équipe incroyable basée à Montpellier. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Et donc, du coup, c'est ce que tu me disais en fait en préparation de cet entretien. Tu t'es lancé dans cette aventure entrepreneuriale sans avoir vraiment expérimenté d'autres entreprises au préalable, d'autres expériences professionnelles. Et donc, tu as essayé de créer le type d'entreprise dans laquelle tu aurais eu envie de travailler. Est-ce que déjà, sur la présentation, c'est correct ? On est nickel. Ok, super. Donc du coup, je sais que tu t'exprimes beaucoup, souvent, donc ça va être un challenge, ma question suivante, mais qu'est-ce que tu peux partager à notre audience qui ne savent pas de toi ? Je vis une forme de dualité entre le fait que professionnellement, je suis dans un monde très capitalistique, donc on est à Startup Nation, de tous les stéréotypes que tu peux avoir dessus. Et tu viens dans nos bureaux, ok, on a le cliché de la Startup Nation, donc hyper croissance, logiciel, etc. Mais en perso, je suis féru de tout ce qui est spiritualité, je suis hypnotiseur de divertissement, les heures perdues. Je m'intéresse à beaucoup de choses qui touchent à psychologie sociale, les biais cognitifs, tout ce qui est énergétique, médecine alternative, tout ça. C'est un peu ma passion en dehors du taf qui est assez opposée presque, on pourrait dire, à ma vie professionnelle. Ok, merci pour ce partage. Super intéressant, effectivement. Je découvre en même temps que tout le monde. On pourra en reparler après, j'espère. Pour rentrer peut-être dans le sujet, c'est vrai que la question qu'on se pose ici, c'est quel est l'avis des dirigeants sur les enjeux humains du futur. Et avant de parler du futur, moi, ça m'intéresse d'explorer avec toi un certain nombre de sujets sur lesquels tu as déjà réfléchi, sur lesquels tu as pris position assez clairement au sein de Wallaxy. Et je pense qu'ils peuvent être des sujets de questionnement de pas mal de dirigeants aujourd'hui, notamment je vais démarrer par l'un des sujets qui est sûrement un peu controversé, mais c'est la question des congés illimités que tu as mis en place, des horaires de travail qui sont libres, tout en disant que c'est un avantage qui doit forcément s'accompagner d'une forte culture de l'ownership. Et je pense que tout le monde se la pose cette question, qu'est-ce qui fait que ça marche vraiment ? Et d'ailleurs, est-ce que ça marche vraiment ? Ouais, il y a pas mal de choses à dire sur les congés limités qui sont, on va pas se mentir, une politique marketing au départ. C'est-à-dire le mot illimité, tout le monde comprend bien qu'il n'y a pas de illimité derrière. Oui. En gros, on est au-dessus du minimum légal. Il n'y a pas de nombre de jours définis. C'est ça que ça veut dire illimité. Mais évidemment, c'est toujours la question, si je prends 2 fois 6 mois de vacances dans l'année, c'est OK. En théorie, c'est OK si tu es capable de faire en un jour ce que les autres font en un an. A priori, il n'y a pas de problème. Donc la politique du congé limité, au lieu de se baser sur un devoir de moyens, elle se base sur un devoir de résultat. Donc c'est ça la différence qu'on va chercher et le sous-jacent à la politique. Nous, dès le départ, on n'avait pas d'horaire. Donc il y avait pas d'horaire en dehors des équipes support qui ont forcément des rôles assez spécifiques et donc besoin d'assurer un support client qui soit sur des horaires donnés. Et donc le reste des équipes n'ont pas d'horaire. Et en fait, on s'est demandé, s'il n'y a pas d'horaire, pourquoi il y aurait des jours ? Ça n'avait pas de sens de dire que quelqu'un peut arriver à 11h, partir à 15h, mais qu'il ait un nombre de jours fixe dans l'année. Et en particulier, la politique de congé illimité, elle s'intègre dans la logique que on est sur des métiers qui sont créatifs. En fait, il y a une grosse différence entre ce que j'appelle les métiers opérationnels et créatifs. Quelqu'un qui travaille à la chaîne, en usine, ou même quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, ce genre de métier, ça va être quasiment impossible de dépasser un facteur 2 de performance entre un super performeur et, on va dire, la moyenne. Parce qu'il y a des limites physiques. Et donc là, le devoir de moyens est finalement assez proche du devoir de résultat, c'est que la performance de la personne va être relativement corrélée à la quantité de travail qui est fournie. Ouais. Sur les métiers créatifs, tu peux avoir des facteurs 10, 100, 1000. C'est Bill Gates qui dit qu'entre un excellent développeur et un développeur moyen, il y a un ratio 1000 de performance. Typiquement, le cas des développeurs, un bon exemple. Tu vas avoir le rôle du développeur est de coder des solutions à des problèmes.
Et en fait, il existe une quasi-infinité de solutions pour chaque problème. Et toutes les solutions vont avoir des pour et des contre. Et la capacité du développeur à choisir la bonne solution, c'est ça qui va définir à la fin son niveau de performance. Et en Mhm. particulier, quand on parle d'architecture de logiciels qui vont accueillir des centaines de milliers d'utilisateurs, l'impact d'une décision sur le long terme, elle peut être colossal. L'impact de l'implémentation d'une solution, elle peut être colossal. Et donc, le développeur, par définition, sa performance, elle n'est pas corrélée à son temps de travail, mais plutôt à sa qualité des solutions qu'il a implémentées. Et ça, tu arrives à le Et mesurer quand même? Parce que j'imagine que c'est très lié au bout du bout. Est-ce que tu es capable de mesurer le niveau de qualité qui a été apporté? non, c'est super dur. On l'évalue dans les process de recrutement, évidemment. On va chercher via des tests techniques, des profils Mhm. qui semblent être bons. On va avoir de la review de code, enfin, on va avoir tous les process pour s'assurer que on essaie de prendre les meilleures décisions sur le long terme au niveau produit et au niveau technique. Mais du coup, le postulat typiquement des congés limités, c'est de dire que en fait, un développeur, s'il est en surcharge de travail, il va être amené à prendre des mauvaises décisions. Mm. Et donc, la politique de congés limités et d'horaire libre, c'est de dire chacun adapte son temps de travail à sa capacité cognitive. Et l'objectif, c'est pas de travailler 15 heures par jour, c'est de choisir les meilleures solutions. Et donc, et la performance du développeur à la fin de l'année, elle sera quand même évaluée sur la qualité de son code, sur la qualité des décisions qu'il a prises. Et Mm. donc, pas sur le nombre d'heures qu'il a travaillé, mais sur cette qualité de décision. Et donc, à partir de là, il est libre d'organiser ses horaires comme il veut. Et il est meilleur en travaillant 5 heures par jour, en étant parfaitement lucide et reposé, plutôt qu'en travaillant 15 heures par jour et en prenant des décisions à 2 heures du matin sur un code sur lequel il est plus du tout lucide, Mm. ça n'a pas de sens en fait, ce deuxième Mm. scénario. Donc ça, c'est un peu le pourquoi des congés limités et aussi pourquoi ça fonctionne dans un certain type d'entreprise et il y a une partie des boîtes où ça a juste pas de sens en fait, hein. Bien sûr. Et du coup, ce que je comprends, c'est conceptuellement, ça me parle complètement ce que tu dis, et notamment sur ce type de job dont tu parles. Et pour autant, j'imagine que tu n'as pas que des développeurs chez Walaxy et que le système, tu as dû le rendre accessible à tous, y compris, bah, comme tu disais, à des jobs de support, par exemple. Comment ça marche Ouais. par rapport à des jobs peut-être un petit peu plus classiques, en fait, quelque part? Il se trouve que chez nous, finalement, on a une majorité de profils créatifs dans les métiers qu'on a, que ce soit au marketing, au produit, à la tech. Et on va dire effectivement une des seules équipes qu'on a qui soit des métiers plutôt opérationnels, ça va être le support. Sur le support, on a intérêt à avoir des équipes qui soient peu stressées et reposées puisqu'elles sont en Mhm. interaction avec les clients et elles gèrent aussi des problèmes. Donc leur capacité à investiguer sur des solutions, leur capacité à rester calme, à dégager une énergie positive auprès du client, ça c'est quelque chose qui est assez fondamental. Et aujourd'hui, on est content parce que dans les derniers chiffres, les derniers indicateurs qu'on a mesurés, notre équipe support, elle se note à 1 sur 10 de stress moyen. Donc c'est plutôt une bonne performance sur Tu des vois? équipes qui en général sont soumises à des niveaux de stress assez élevés. Mais du coup, la politique sur cette équipe-là va s'appliquer vachement différemment. C'est-à-dire que ça va nécessiter de notre côté que cette équipe, elle soit surstaffée, c'est-à-dire qu'on ait la capacité que les gens prennent beaucoup de congés, et ensuite de les inciter à le faire dans les périodes où la charge peut être plus légère. Donc Mm. typiquement l'été, ou pendant les périodes de vacances scolaires, on va avoir un volume support qui diminue drastiquement, et donc on va inciter les équipes à poser plus de jours sur ces périodes-là. Donc là, il y a un vrai rôle de la boîte de gérer ça. Et pour être honnête, c'est arrivé à des périodes à peu près 1 an où on était sous-staffé pour le coup, on manquait Mhm. d'effectifs sur ce profil-là, et on a dû demander aux équipes support de ne pas utiliser leur congé illimité sur une période d'1 mois, parce qu'on avait besoin que l'équipe soit à 100% opérationnelle. Et ça, c'est accepté, du coup, dans une boîte où on te parle de congé illimité, tout d'un coup, de demander finalement cet effort-là? Ça dépend vachement comment le message est envoyé. Et derrière, par contre, on a 2 profils qui sont arrivés dans la foulée. Et 1 mois après, une fois que ces profils ont commencé à être opérationnels et qu'on a eu de la charge, on a insisté dans le sens inverse en disant, ça y est, maintenant, Mm. on a passé la phase difficile, prenez des congés, prenez des jours, cassez-vous, allez en vacances, reposez-vous. Et donc, il y a là, pour le coup, on a besoin d'être proactif au niveau managérial pour s'assurer que les gens, voilà, qu'on arrive à avoir un équilibre entre les équipes. Tu vois, cette politique de congé illimité, c'est quand même très corrélé à la culture de l'ownership parce que les gens, finalement, vont avoir aussi la culture du résultat, se responsabiliser vis-à-vis de ça. Comment est-ce que tu crées ça en parallèle? Ouais, je pense que c'est l'ADN de la boîte. L'ADN d'une boîte, elle vient beaucoup de comment les fondateurs Mmh. fonctionnent. C'est quelque chose qu'on a cascade assez tôt dans la boîte, dans notre fonctionnement. C'était assez naturel pour nous, hein. Mmh. Et après, il arrive à un moment où
si tu veux, une culture de boîte jusqu'à 20-30 personnes, elle est relativement ce que j'appelle organique. Donc en fait, elle a pas besoin d'être définie à l'écrit, tout le monde la comprend, la vit, etc. Les règles, elles sont implicites. Et passer les 20-30 personnes, on se rend compte que il y a besoin de reclarifier des choses parce que tout le monde Mmh, n'a pas la même perception de la culture. bien sûr. Et donc là arrive un moment où il faut poser ses valeurs. Et poser ses valeurs, c'est quelque chose de descriptif et pas de normatif. C'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre la culture, comment elle est, et la décrire, et pas juste essayer de la définir avec des mots, mais de la décrire. Ce qui est assez différent. Et donc, Ouais, où tu vas te retrouver des fois avec des boîtes qui ont des valeurs qui sont, ont des valeurs écrites sur leur mur qui correspondent pas du tout à la réalité. je te Nous, on a confirme. fait vraiment cet exercice inverse, donc d'aller discuter avec les équipes, on a interrogé tout le monde, on s'est posé la question et on a fait une première proposition de ce qu'on estimait être nos valeurs clés, dont dedans la notion de liberté, d'autonomie et d'ownership, qui sont des choses qui sont assez fondamentales dans la culture. Mmh. Et qui vont faire que on est dans un échange on est dans un principe de réciprocité, c'est-à-dire que la boîte, elle te donne un maximum de liberté et de contexte pour que tu puisses prendre tes décisions. Et ça veut dire que de l'autre côté, tu es un adulte, tu es responsable et redevable des choix que tu fais et des résultats que tu as. Et du coup, tout le monde comprend que c'est à double sens. Et basé sur ça, ce qui est intéressant dans cette notion d'ownership, c'est que tu vas avoir la plupart des équipes qui vont vraiment s'investir dans les projets, etc. Mmh. Et il y a ce principe de réciprocité. Et quand tu vas avoir quelqu'un qui arrive et qui correspond pas à ça, il va être automatiquement rejeté du groupe. C'est assez Ouais. marquant dans les différents exemples qu'on a eus de personnes qui sont arrivées, qui ont commencé un petit peu à abuser du système ou qui ont sous-performé, qui ont pas donné ce devoir de résultat. Et on s'est rendu compte que c'était pas les managers qui étaient à l'initiative de, entre guillemets, de rejeter la personne qui arrivait, mais le groupe lui-même qui disait, ben non, nous, on se donne, il y a ce principe de réciprocité, on comprend que on donne, on reçoit. Et s'il y a des personnes qui viennent dans le groupe et qui vont avoir l'effet inverse, essayer de prendre un maximum sans s'investir en retour, ça déséquilibre et ça met en péril l'écosystème qu'on a. Et Mmh. donc, on veut pas de cette personne-là. Et donc, on est vraiment sur un truc de greffe où ça prend ou ça prend pas. Ouais, ça nécessite que ton «noyau dur» entre guillemets de salariés, ils aient vraiment, été «sélectionnés» entre guillemets sur leur fit, avec cette culture. Donc ça, je pense que c'est un sujet intéressant qu'on retrouve pas forcément, Ouais. Et qu'on retrouve effectivement, c'est pas c'est- forcément c'est partout. intéressant que tu dis pour répondre effectivement à ta question aussi sur comment on a cette politique-là et cette culture de ownership. Nous, un profil sur deux qu'on refuse dans notre process de recrutement, c'est pas pour des compétences techniques, c'est pour un manque de fit culture. C'est-à-dire qu'on Mmh. n'arrive pas à se projeter avec cette personne dans notre environnement et on se dit que soit elle y sera pas bien, soit elle y sera pas performante. Et donc, on va refuser le profil pour cette raison-là. Juste parce que derrière, on a vu par le passé que ça allait pas matcher et Mmh. que tout de suite, ça allait jouer et sur le bien-être de la personne et sur sa performance. Ouais et ce que tu disais tout à l'heure sur lequel j'aimerais revenir, c'est que, ça découle aussi pas mal de l'ADN des fondateurs et puis probablement de ce que vous incarnez, de ce que vous faites. Alors, je pense qu'il y a pas mal de cultures dans lesquelles on parle de, bien-être, d'équilibre de vie, bon potentiellement de liberté sur les horaires ou même de congés illimités dans lesquels les dirigeants vont avoir quand même des positionnements qui peuvent être un peu différents et qui vont expliquer: «Ben, c'est ma boîte donc évidemment que je peux donner de la liberté, et des bénéfices que je vais pas forcément m'accorder». Aujourd'hui, concrètement, toi, comment tu te positionnes vis-à-vis de cette logique d'horaire, de congés illimités? Tu as pris combien de vacances cette année? Enfin Je pense que ouais, c'est exactement ça. Il y a dans cette tu mets la politique en place et souvent moi dans les critiques que j'ai c'est ouais en fait congé limité c'est pression sociale les gens vont prendre moins de congés etc ouais. et il y a beaucoup de choses à mettre en place pour s'assurer que ça fonctionne. Déjà la première chose c'est que nous on essaie de mesurer, donc on est sur la troisième année d'implémentation, on essaie de mesurer chaque année comment les gens utilisent cette politique, est-ce qu'elle a du sens, et si demain on se rend compte qu'elle n'a pas de sens et par exemple les gens prennent moins de congés que ce qu'on voudrait ou moins que le minimum, ce qui est légalement pas possible, mais du coup qu'on doit les Mmh. inciter à prendre au moins leurs 5 semaines, etc. Dans ce cas-là, cette politique, elle n'a pas de sens et autant aller donner 7 semaines, 9 semaines pour s'assurer que les gens prennent leur congé. Et là, tu as le chiffre, Euh, par exemple, combien en moyenne tes salariés, ils prennent? ouais, j'ai le chiffre à 2022. Ouais. En 2022, on a 8,2 jours de congés illimités utilisés en moyenne par personne. Et OK, on a 80% des équipes qui ont pris plus que le minimum. super, OK. Donc c'est Et t intéressant, mais mmh, avec une grosse disparité du coup, où on a quelqu'un qui a 20 jours, donc c'est sur l'année civile, donc après ça s'équilibre de sorte qu'il ait ces 3 semaines, ces 5 semaines pardon. Mais voilà, mais on a aussi quelqu'un qui a 52 jours. Moi en 2022 je suis à 50 jours et je crois qu'en 2023 je suis déjà à 50 jours. Donc voilà, donc nous en tant que fondateur on essaye de montrer l'exemple derrière, et ensuite il y a un job aussi aujourd'hui à ce que l'équipe manager elle montre l'exemple derrière.
C'est-à-dire, les gens sont plus en contact direct avec nous au quotidien. Donc, il y a d'abord cette première étape de montrer l'exemple. Donc, typiquement, que ce soit mes associés ou moi, on va avoir des horaires qui sont globalement assez improbables. Ça peut m'arriver d'arriver à 11 heures, de repartir à 16 heures, de travailler de 19 à 23. Enfin, c'est très, très libre. Et pareil sur les jours. Je suis le premier si un créneau météo pour aller voler en parapente, je peux me barrer à la demi-journée au dernier moment si j'ai pas de réunion et aller voler. Et globalement, je suis souvent en vacances, mais ça va aussi m'arriver de travailler le week-end, de travailler le soir. Donc là-dessus, on montre assez bien l'exemple, je pense. Et aujourd'hui, on arrive à faire en sorte que les managers, globalement, montrent bien l'exemple aussi. Je me permets d'interrompre 15 secondes votre écoute. Si vous êtes encore avec nous, c'est que le contenu vous plaît et on vous a compilé toutes les idées, les messages clés, les conseils de nos interlocuteurs sur notre site internet authentictalent.fr. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. Le lien du site est dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Ok, super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles, quand on parle d'équilibre, on a presque des managers qui font semblant de terminer tôt et qui ont cette petite astuce de programmer leurs emails pour plus tard, pour faire croire qu'ils travaillent seulement entre 9 et 18. Donc, toi, tu prends vraiment 50 jours de congé par an. Je suis bluffée. Ouais. Et ça marche. Ouais, bah après, on revient au sujet de aussi quel est le jeu auquel tu veux jouer dans ta vie avec ta boîte. Et moi, mon jeu, c'est pas de me buter à la tâche, c'est de profiter de la vie. Ok. Merci. Et du coup, je vais faire le parallèle avec un autre sujet sur lequel, alors tu vois, on peut se dire probablement que tu dois avoir des contradicteurs qui vont dire, ok, c'est très à la mode, c'est question de congé illimité, qu'est-ce qu'on ferait pas pour attirer des gens, etc. Et en même temps, à côté, on pourrait attendre, tu vois, si on était un peu caricatural dans l'ordre des choses que tu proposes, du télétravail illimité aussi. Et là-dessus, tu as une vision qui est justement différente. T'encourages plutôt les gens à venir un petit peu au bureau, enfin, à avoir un certain équilibre. Et à venir au bureau d'ailleurs à Montpellier. Donc, c'est quoi ta conviction sur ce sujet du télétravail? Ouais, tu vois un débat en ce moment effectivement assez fort sur full télétravail ou pas full télétravail. Pour moi, c'est un non-débat Mm. au sens où ça va énormément dépendre des boîtes et de ce que les gens veulent. Et une boîte n'a pas vocation à convenir à tout le monde. Donc l'idée, c'est de créer des modèles qui permettent d'attirer les talents que tu veux, correspondant à ton ADN. Nous, en l'occurrence, dans notre ADN, on a une vraie vie de bureau, une vie sociale. Et je pense que la réponse à ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui, post-Covid, les gens qui veulent aller au bureau, c'est pour avoir une vie sociale au bureau, qui apprécient passer du temps avec d'autres humains en dehors de leur famille, qui ont envie de quitter leur maison, enfin leur appart, leur maison, pour pouvoir avoir un autre endroit où travailler. Donc ça a des implications assez fortes sur à quoi doit ressembler, à quoi doivent ressembler les bureaux de demain. Pour moi, il y a une vraie nécessité de créer des espaces de vie, des espaces sociaux où il va y avoir des échanges humains qui vont jouer aussi sur ta culture, sur de long terme, sur ta résilience, sur la capacité des gens à travailler ensemble. Donc nous aujourd'hui, effectivement, on a personne en full télétravail et on va avoir des gens qui sont là tous les jours, des gens qui sont là une fois par semaine. Globalement, on n'est pas dans une logique de mettre des règles. Donc ça, c'est quelque chose, le moins on met de règles, mieux c'est. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règle absolue sur le taux de présence et le full télétravail. On a vraiment des gens qui sont là une fois toutes les 2 semaines. On a des gens qui sont là tous les jours. Le message, c'est d'arriver à faire venir les gens un certain nombre de fois par semaine. Et pour ça, on va plutôt utiliser des logiques de rituels. Donc typiquement, au lieu de forcer les gens à venir, on a mis en place un petit déj tous les mardis. À 9h30, il y a le petit déj. On prend 45 minutes, 1 heure, un petit déjeuner ensemble. Et donc les gens savent que c'est le jour où il y a un maximum de monde. Donc ceux qui sont souvent en télétravail vont venir ce jour-là. Et ça va être une journée voilà, qui est assez fun. Il y a du monde dans les bureaux, il y a du monde dans l'espace de vie. On passe des moments ensemble. Et au moins, on a une forme de garantie que les gens se croisent de temps en temps. Il n'y a pas de règle. Et effectivement, l'idée, c'est plus de donner envie de venir que de contraindre à venir, entre guillemets. Mais ce que j'entends, c'est tu recrutes pas de personnes qui voudraient travailler en full remote. On est d'accord. C'est-à-dire que c'est d'assumer aussi que vous êtes une culture très axée aussi sur le lien social, en fait. Ouais, c'est ça. On s'est beaucoup posé la question et on se la pose toujours parce que c'est une vraie contrainte. On est à Montpellier. L'écosystème startup est très centralisé sur Paris. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est assez compliqué de commencer à aller chercher des profils avec de l'expérience, certains profils avec des compétences techniques spécifiques à l'écosystème startup. Ça va être assez difficile. Mais en même temps, on sait que notre ADN fait qu'une personne en full télétravail, elle bénéficiera pas de notre culture. Et il y a un vrai risque, en fait, dans son intégration, dans son niveau de performance, dans comment, voilà, on n'a pas, notre écosystème et notre culture est pas faite pour intégrer des gens en full remote. Peut-être que demain, ça va changer. Et dans ce cas-là, il y aura des vrais changements de paradigme à avoir dans la boîte en termes de process, en termes de communication. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font à l'oral.
comment tu fais si tu as les gens en full télétravail, d'un seul coup, faut inciter tout le monde à aller à l'écrit, parce qu'une personne qui est pas là, du coup, elle a pas les Ah informations, oui. elle va pas capter les mêmes choses. Donc, il y a pas mal de contraintes à penser qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de le faire à court terme. C'est quelque chose qui peut changer sur long terme. Ça dépend aussi des contraintes de la boîte et de comment elle grandit. Ouais, bon, j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que je vois beaucoup aujourd'hui dans les entreprises qu'on accompagne d'entreprises qui, pour répondre à leurs enjeux d'attractivité, et t'en as forcément aussi des enjeux d'attractivité avec ce que tu me racontes sur le fait d'être à Montpellier quand une partie des gens que tu cibles sont à Paris, mais beaucoup d'entreprises qui décident un peu de tellement se focaliser sur les attentes des gens qui cherchent à attirer, qui vont faire une promesse qui n'est pas eux, en fait, qui n'est pas leur ADN, qui va les obliger à se contraindre dans un modèle qui n'est pas proche d'eux. Ça veut pas dire qu'il faut pas se remettre en question, mais j'ai rien, à un moment, il faut être conscient de sa culture et de ce qu'on fait vivre comme expérience. Je sais que c'est dur comme question à ce stade parce que voilà, vous êtes une boîte jeune et d'ailleurs vous êtes une boîte dans laquelle tu me disais vous avez une moyenne d'âge de 27 ans. J'imagine quand même que dans les retours qu'on doit te faire, c'est comment est-ce que tu te prépares au fait de pouvoir accueillir un petit peu plus de diversité. Tu vois, comment est-ce que tu te prépares peut-être demain à devoir être aussi attractif pour des gens plus seniors, etc. Comment est-ce que tu voilà, comment est-ce que tu abordes ce sujet? Est-ce que c'est vraiment un sujet qui te préoccupe aujourd'hui, hein? C'est pas un sujet qui me préoccupe. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'on n'a pas de diversité au sens social, c'est-à-dire on a des gens de différents horizons, de différents milieux, différentes cultures, etc. Par contre, on a assez peu de diversité dans les valeurs, et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué sur le long terme, parce que ta culture, par définition, si tu veux qu'elle fonctionne, il faut que les gens qui sont dedans partagent les mêmes valeurs. Et donc, c'est pas un manque de diversité dans les profils, c'est juste qu'il y a des profils qui vont être plus à même de partager ces valeurs. Typiquement, la notion d'âge, effectivement, aujourd'hui, les personnes la plus vieille chez nous d'avoir 36 ans ou 37 ans, on n'a pas eu l'occasion de recruter des profils qui avaient plus de 40, plus de 50, parce que statistiquement, la probabilité qu'ils partagent ce fit culture et ces valeurs-là, elle est plus faible. Elle n'est pas impossible. Il y a plein de gens qui ont plus de 50 ans qui sont dans cet état d'esprit, etc. Mais c'est statistiquement moins probable. Et donc, on va avoir des problématiques de diversité là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas une problématique, en particulier dans un monde où, dans notre écosystème à nous, c'est statistiquement assez peu probable que quelqu'un de 55 ans ait plus de compétences que quelqu'un de 35, au sens où les compétences, on est 100% digital, les compétences du digital sont assez récentes, et j'ai envie de dire les profils plus jeunes ont des meilleures capacités à les acquérir parce qu'on apprend plus vite et que nous, notre génération, on a grandi avec. Mmh. Donc ça fait que sur le long terme, il est assez peu probable qu'on ait des personnes, tu vois, de plus de 50 ans, plus de 60 ans. C'est pas impossible, ça va aussi dépendre de comment la boîte elle évolue. Mmh. Donc à ce jour, c'est pas une problématique, ça peut le devenir, et à partir de là, il faudra faire des compromis. Nous aujourd'hui, notre stratégie pour, on va dire, euh, attirer les profils techniques dont on a besoin tout en ayant un maximum de chances d'avoir des fit culture, c'est de multiplier notre visibilité au maximum. On a fait un travail de malade sur LinkedIn pour avoir une marque employeur qui soit la plus forte possible, et pour que certes, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de travailler chez nous parce que ça ne attire pas, mais que toutes les personnes qui pourraient attirer et correspondre à notre écosystème, elles nous connaissent et que du coup, on soit capable de les attirer et de les motiver. Donc il y a un vrai enjeu sur ça, et là on est au point où on a plutôt bien réussi, puisque dans la dernière année on a multiplié par 4 notre nombre de candidatures, avec plus de 2 tiers qui vient directement de nos contenus LinkedIn. Ouais, hyper intéressant parce qu'effectivement pour ceux qui te suivent ou qui suivent, Walexi, on se rend compte que tu es hyper actif, sur, les réseaux sociaux et justement très impliqué sur tous ces sujets, humains. Donc probablement que le sujet de la marque employeur, ça fait partie de tes priorités. C'est un débat que j'ai eu avec pas mal de dirigeants, c'est quoi la proportion de ton temps, selon toi, qui, doit se prioriser sur ces sujets people, versus, j'en sais rien, les sujets business, développement produit et cetera? Du coup, aujourd'hui, dans la répartition de mon temps, en dehors des opérations et trucs courants, je vais avoir 40% de mon temps que je considère consacré aux people, enfin pareil moi aux people. Je vais avoir 20% vraiment consacré à la partie humaine de la boîte, donc tout ce qui touche à la culture, au bien-être des équipes, au recrutement et à l'onboarding, donc recrutement, passer les entretiens et onboarder les personnes, les accompagner, leur présenter la vision, etc. Ça, c'est vraiment mon enjeu numéro un, je pense. Et là où ça va me permettre de faire levier sur mes équipes, aujourd'hui, il y a 400 heures travaillées par jour quasiment dans la boîte. En fait, mon heure travaillée supplémentaire a un impact ridicule. Mmh. Par contre, m'assurer que ce qui est produit par les équipes, elles ont tout ce qu'il leur faut pour avancer en termes de bien-être, en termes de contexte. Et après, j'ai 20% de mon temps qui est consacré plutôt à la représentation de la boîte. Ça va être intervenir dans des podcasts comme là, Mmh. ou énormément publier sur LinkedIn. Et j'ai après la moitié de mon contenu LinkedIn qui est dédié à la marque employeur, donc documenter,
l'aventure Galaxy et mettre en avant tout ce qu'on a fait pour cette partie fidélisation et performance pour du recrutement et de la marque employeur. Ouais. Et ça, tu me disais, le résultat, tu arrives à le mesurer parce que je vais te laisser finir sur les autres pourcents après, hein, mais tu arrives à le mesurer parce que du coup, sur l'année dernière, vous avez eu 4 fois plus de candidatures, c'est ça? Lié à la prise de parole que tu as eue sur tous ces sujets-là, C'est majoritairement? ça. En un an, on a multiplié par 4 notre nombre de candidatures et 2 tiers de nos candidatures viennent de nos contenus LinkedIn, en fait. Ouais, super, super intéressant comme chiffre. Alors, qu'est-ce que tu fais les 60% de ton temps autre? J'ai 20% de mon temps qui est vraiment destiné à la partie, je vais appeler ça vision, donc donner des inputs. Dans mon profil personnel, je suis quelqu'un de très créatif, donc on va dire un de mes unfair advantage personnels, c'est la capacité tu me donnes un problème et je peux te donner une dizaine de solutions possibles à ça. Et donc, je vais intervenir autant dans des meetings avec les managers, les sujets produits, que dans la recherche de solutions, effectivement, au bien-être, mais aussi produits, business, marketing, etc. Je vais avoir 20% du temps qui est consacré plutôt à la gestion quotidienne de la boîte, on va dire financière, admin, ce genre de choses. Et les 20% de restants, que moi j'appelle les 20% pompiers, sur lesquels juste c'est les problèmes que t'as pas prévu d'avoir le matin quand tu te lèves, mais que tu vas devoir gérer dans la journée. Donc là, c'est très divers et varié. Et voilà. Ok, super intéressant. Je ne sais pas si le podcast auquel je pense sortira avant ou après le tien, mais ça rejoint une discussion qu'on a eue il y a pas si longtemps que ça sur à quel point les dirigeants priorisent. Je pense que tous, et quand on écoute les précédents qui sont venus nous parler, tous ont conscience de à quel point l'enjeu humain est central dans la place des enjeux business de demain, et en même temps à quel point est-ce que ils dédient le temps nécessaire à voilà, tout ce sujet de culture. Attraction des talents finalement quelque part, parce qu'en tant que dirigeante, tu es quand même la personne la mieux placée aussi pour faire rayonner ces sujets-là et les faire vivre. Pas toujours en fait. Moi, je suis assez fan du concept d'ikigai ou d'unfair advantage. Le concept d'ikigai, c'est un concept japonais qui dit que c'est une matrice entre 4 choses. T'as ce que tu es bon à faire, ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu peux être payé et ce dont le monde a besoin. Et on a tous des ikigai qui sont différents et c'est souvent très contre-productif d'aller sur un endroit où t'es pas bon et où t'aimes pas faire la chose. Moi, c'est un des trucs où j'estime que je pense que je suis bon et j'aime ça. Donc, c'est mon job. Si c'était pas le cas, je le déléguerais à quelqu'un et je donnerais totale liberté à quelqu'un que je considère meilleur que moi pour le faire. Ouais. Et donc, je suis pas convaincu que c'est forcément le rôle du dirigeant. Il faut qu'il en ait conscience. Et après, il faut qu'il détermine est-ce que je suis bon à ça et est-ce que j'ai envie de le faire. Et si c'est pas le cas, qu'il trouve une personne qui est excellente à ça et qui lui donne de la liberté pour le faire. Disons que ce que j'ai compris, en fait, c'est que toi, vous êtes 3 ou 4 associés finalement? Vous étiez 4 au démarrage? On est 3 Vous associés êtes maintenant, 3. ouais. Donc vous avez aussi cette possibilité aussi de vous répartir les sujets par rapport justement à vos appétences, vos envies, là où vous êtes bon, etc. Je pense aussi à des structures dans lesquelles le dirigeant est peut-être un petit peu plus seul et peut parfois un peu trop compter sur l'ARH pour porter l'entièreté du sujet, là où il y a quand même besoin qu'il y ait une incarnation en fait, quelque part au niveau de l'entreprise, et pas juste c'est un sujet RH, mais c'est pas qu'un sujet RH en fait. Une fois de plus, ouais, je sais pas, j'ai pas de conviction forte. Disons que s'il laisse une personne d'autre incarner le sujet, il faut qu'il lui laisse carte blanche. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors justement, ça tombe bien, c'est une des questions que j'allais te poser. Quel conseil tu donnerais à un DRH qui se pose la question de voilà, comment soutenir au mieux le développement de l'entreprise dans laquelle il travaille, comment aussi travailler main dans la main avec son dirigeant sur ces sujets-là. C'est quoi les conseils que tu pourrais avoir pour des DRH qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, ce serait un peu prétentieux de donner des conseils à des DRH, sachant que moi, j'ai une boîte depuis 3 ans et qu'il y en a qui font ça depuis 30 ans. Je peux partager mon avis et après, les gens font ce qu'ils veulent. Ouais, vas-y. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur, comme tu l'as dit, bien définir quelle est ta culture. Donc, il y a un travail de sonder les équipes et de se demander en quoi elle est différenciante, quels sont nos avantages culturels en fait, quels sont les avantages de notre boîte, bien définir ça. Ensuite, doubler dessus, c'est-à-dire, OK, les gens qui sont chez nous, ils sont là pour ça, c'est ça nos avantages, il faut qu'on soit 2 fois meilleur sur ce sujet. Et une fois que ça c'est fait, il faut qu'on en fasse la promo de manière systématique et qu'on accepte qu'il y a des gens que ça intéresse pas
Et il y a des gens qui veulent travailler pour ces conditions. Et ça marche même pour une boîte comme EDF. EDF qui sur le papier vend pas du rêve. Je pense souvent le truc d'EDF parce que c'est le cliché du mastodonte semi-public avec des process horribles, etc. Mhm. Il y a plein d'avantages à travailler chez EDF. Et Sûr. justement, les horaires, elles sont fixes, elles sont bien définies, machin. Il y a des process, il y a un CE, il y a un certain nombre d'avantages, il y a une garantie, il y a des choses qui font que c'est intéressant Mm. de travailler là-bas et qui vont attirer certains profils et c'est ok et il faut doubler dessus et EDF peut pas devenir Walaxy, EDF peut pas avoir cette politique de congénité, peut pas avoir, ils vont forcément être différents culturellement et donc ils vont attirer les profils différents, il faut être ok avec ça et par contre il faut doubler dessus pour être clivant en fait et c'est un principe marketing de base mais quand tu veux être consensuel et quand tu veux plaire à tout le monde tu plais à personne en fait, le message reçu est trop large et touche personne dans l'émotion donc personne rêvera de travailler chez toi. Sur ce sujet, justement, tu vois, de conseiller à un DRH de prendre le temps de définir quelle est ta culture, comment est-ce qu'on en fait la promotion, etc. Tout à l'heure, tu me disais que la façon dont vous l'avez fait chez Walaxy, c'était plutôt de façon descriptive, d'aller justement demander l'avis aux équipes. Dans ce qui est ressorti, est-ce que tu as eu des surprises ou est-ce qu'il y a des choses peut-être avec lesquelles tu n'étais peut-être pas forcément au premier abord d'accord? Non, globalement, c'était dans ce qui est ressorti dans les valeurs des différentes équipes, tout le monde était d'accord sur les grands principes et il y avait plutôt un sujet de vocabulaire. Ouais. Typiquement, une de nos top valeurs, c'est l'honnêteté. Donc honnêteté, franchise, se dire les choses, ça va avec cette logique de responsabilité. J'ai fait une connerie, je te le dis. Je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, je te le dis. Mais c'est pas transparence. Et donc, typiquement, dans l'interprétation, on a des personnes qui ont remonté, ah bah nous, on est transparent. Non, on communique beaucoup de choses à nos équipes sur les données financières, sur comment va la boîte, sur pourquoi on prend les décisions. Mais typiquement, notre grille de salaire, elle est pas publique. Mhm. Comparé à certaines startups qui pourraient faire ça, notre grille de salaire, elle est privée. Et chacun le dit ou non. Et donc, on n'est pas transparent. Et donc, c'était important dans cet exercice aussi. Et c'est pour ça que quand c'est organique et qu'il y a peu de monde, c'est OK. Et passer un certain nombre de personnes, chacun va un peu interpréter aussi ce qu'il voit, ce qu'il comprend. Et c'est assez intéressant de revenir et dire, non, en fait, honnêteté, c'est notre valeur pour ça. Et transparence, c'est pas notre valeur. Ça fait pas partie de nos valeurs. Pareil dans la logique de bonheur. On a une culture autour du bien-être, mais le bien-être, c'est pas le bonheur. Bonheur, c'est une quête plutôt personnelle et individuelle. Et le bien-être, c'est des éléments matériels et psychologiques et d'environnement qui vont favoriser potentiellement le bonheur. Mais c'est pas le bonheur. Le job de la boîte, c'est pas de rendre heureux ses salariés. Mhm. C'est faire en sorte qu'ils soient bien. Et ensuite, chacun mène sa quête. Donc, c'est des petites variantes de vocabulaire qui on a remis à plat et qui aussi recadrent derrière. Quelqu'un s'attend à ce que la boîte elle soit là pour l'accompagner quand il est en dépression ou ce genre de choses. Non, c'est pas notre job. On peut essayer de faire des choses, on peut mettre en place plein de choses pour que ça se passe bien dans le travail, mais c'est pas à nous de l'accompagner dans sa vie perso, ce genre de choses. Ouais, ok, très clair. Donc voilà, vous êtes bien reprécisé et recalé sur les termes, et je pense qu'effectivement ils ont leur importance et il y a une différence entre C'est ça. bien-être et bonheur. Et un petit truc en plus, c'est que du coup, au-delà des valeurs, pareil, les mots ont des définitions. Tout le monde n'est pas exactement OK sur la même définition. Mm. Nous, on a ajouté une phrase pour chaque valeur. Ouais. Et ça a le mérite d'être beaucoup plus impactant. Mm. Je vais te dire, bah, nous, une de nos valeurs, c'est l'exécution. Bah, la phrase qui va avec, c'est vaut mieux fait que parfait. Donc, on préfère aller faire quelque chose vite que de le faire à la perfection. Mm. Et donc, ça va permettre à quelqu'un aussi mentalement, OK, je suis en train de faire quelque chose. Je vois que j'ai fait 80% de la valeur. Les 20% restants, ils vont me prendre le double de temps. Est-ce que ça vaut le coup? Bah, non, mieux fait que parfait. 80% c'est bien, on envoie. Ouais. Ok. J'ai une autre question derrière, mais je vais quand même reboucler sur la question que je pose après la question sur le conseil à un DRH. Je pense que tu dois suivre, voir, connaître un certain nombre de dirigeants d'univers très différents du tien ou d'univers semblables d'ailleurs. Qu'est-ce que tu recommanderais à un dirigeant qui, voilà, s'est pas encore énormément posé sur la façon d'aborder les enjeux humains des années à venir? Ce serait quoi le conseil que tu pourrais avoir envie de donner vu de ta fenêtre? Je parlerai pas forcément du comment, parce que ça va dépendre de sa boîte, de qui il est, tout ça. C'est juste que c'est un sujet qui peut pas être négligé, au sens où passer une certaine taille de boîte, c'est l'enjeu numéro un de la boîte. Ce que la boîte délivre et sa prospérité, elle dépend des humains qui la composent et de comment ces humains ils viennent, ils sont onboardés, ils sont formés, qui part, combien de temps il reste, etc. Donc c'est un sujet numéro un et en particulier, et là je parlerai plus par mon prisme, qui est la génération qu'on a là, les 18-28 ans, ont pas du tout les mêmes attentes dans le monde du travail que les générations d'avant. Il y a un peu ce truc de nos grands-parents ont travaillé pour pouvoir en gros manger, dormir et avoir le minimum vital. Non, nos parents ont travaillé plutôt pour
le confort, acquérir des biens matériels et améliorer leur confort de vie. Et notre génération, elle travaille pour avoir du sens. Et donc, cette notion de sens, d'être valorisé, d'être respecté, ce genre de choses deviennent des choses qui sont vraiment essentielles dans comment les candidats recherchent la boîte à laquelle ils vont travailler. Et ne pas comprendre ça, c'est un gros risque d'une incapacité chronique à recruter et garder des jeunes talents. Et il y en aura besoin dans toutes les boîtes à un moment. Tu as déjà fait pas mal de choses du coup en fait et je vois que tu continues à en faire. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu dis: «Là, il va encore falloir, qu'on bouge»? Je parle vraiment encore une fois des enjeux, humains. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu dis: «Il va falloir continuer à bouger, continuer à avancer» et ce serait de quel ordre? C'est sûr que oui, c'est un processus itératif du quotidien en fait. C'est-à-dire le processus, il est vraiment collecter les besoins. Donc, quelles sont nos problématiques? Quelle est leur nature et leur niveau d'importance, leur criticité? Et ensuite, quelles sont les solutions qu'on a face à cette problématique-là? Quelles sont celles qui sont en accord avec notre culture, notre ADN et qui sont implémentables? Et dans ce cas-là, lesquelles on choisit d'implémenter avec quelle priorité? Donc, j'ai pas un sujet en particulier. On a débroussé pas mal de sujets dans les dernières années. Aujourd'hui, par exemple, j'ai assez peu de parents dans la boîte, donc je sais que potentiellement demain, si j'ai beaucoup plus de parents, je vais avoir des demandes spécifiques Mmh. liées à ça. Peut-être dans comment on gère les emplois du temps, peut-être dans des avantages spécifiques pour les parents, type crèche, ce genre de Mmh. choses. Et donc, bah là, je serai à l'écoute de ce qui m'est demandé et on verra ce qui est du rôle de la boîte et de ce qui l'est pas et où on a envie d'aller sur ces sujets. Le télétravail reste, comme je t'ai dit, aujourd'hui, le full télétravail, pas un sujet. Ça peut le devenir demain. Je sais à quoi ressemble ma boîte à 50, je sais pas encore à quoi elle ressemble à 100. Et Ouais. c'est sûr que j'aurai des problématiques qui sont différentes, des sujets politiques qui sont différents. La complexité augmente de manière exponentielle, c'est-à-dire que chaque humain qui arrive dans la boîte peut avoir des interactions avec tous les autres humains. Donc chaque humain en plus apporte une complexité qui est exponentielle. Donc je m'attends à avoir des problématiques à 100 que j'ai pas aujourd'hui et je les connais pas encore. Mmh. Donc le but c'est d'être en mode vigilance maximum Ouais. et de se demander tous les jours ok, comment on peut faire mieux, quelles sont les problématiques. Ouais, OK, donc processus vraiment d'amélioration continue. J'ai une avant-dernière question. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais plus, enfin, à refaire? Si tu regardes en arrière, on a un invité qui nous a dit, ce qui est problématique, c'est quand tu donnes des avantages sur le plan people, bah, tu peux pas revenir en arrière. En fait, à aucun moment, il y a certains types de politiques, règles et cetera, quand tu les mets en œuvre, c'est très difficile de revenir en arrière. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement ou que tu ferais pas? Dans les avantages positifs aux salariés, je pense pas. Dans tout ce qu'on a fait, ça a été globalement positif. J'ai rien qui me vient directement. C'est plus dans les erreurs qu'on a faites au fil de l'eau. Typiquement, il y a eu pendant un moment un désaccord, un désalignement entre la volonté qu'on avait, l'intention que ça se passe bien, les avantages, etc. Et de l'autre côté, un manque d'expérience profond et le chaos de Mmh. l'hypercroissance qui ont fait que pendant une phase globalement d'un an, j'avais un an et demi, on a eu un désalignement où nous, on avait l'impression que ça se passait bien, on mettait en place beaucoup d'avantages assez matériels, mais dans notre manière de manager, dans comment la boîte était structurée, dans les messages qu'on envoyait inconscients aux équipes, c'était pas du tout perçu comme ça. Et donc, il y avait un peu un désalignement. Ouais, vous nous dites que votre intention est bienveillante, mais derrière, c'est pas ce qu'on ressent. Mmh. Et ça a été quelque chose qui a mis du temps à se gérer, et qui a nécessité que nous, en tant qu'entrepreneurs, qui sommes primo-entrepreneurs et super jeunes, se former, se faire coacher et essayer de voir bah, justement quel est le message qu'on envoie, comment on peut envoyer un message différent. Et aujourd'hui, ça va mieux. Mais c'était à refaire, effectivement, je me posais cette question plus tôt. Ouais. OK, super, super intéressant. Bon, merci pour, ce partage, voilà et assez transparent, encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de choses que vous avez faites, que vous avez mises en place qui, bah, voilà, sont vraiment de l'ordre de, oser tester, avancer en marchant et cetera, qui sont, hyper intéressantes et puis qui doivent poser pas mal de questions, autour donc voilà, merci d'y avoir, répondu. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, aujourd'hui. Toi, non, c'était hyper intéressant. Merci d'avoir, voilà, répondu aux questions, sans langue de bois, dont celles, je sais qui sont peut-être aussi quelques contradictions au modèle, mais qui aident aussi les gens à réfléchir par rapport à ça donc merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et puis, c'est comme je disais aussi en préparation, c'est cool d'avoir des formats longs pour parler de ça. Malheureusement, on communique beaucoup sur LinkedIn et un post LinkedIn n'a pas vraiment place à la nuance. Donc, on est obligé d'être un peu extrême dans ce qu'on raconte. Et c'est cool d'avoir des formats longs comme ça pour appuyer aussi et pour dire, bah, tu veux en savoir plus, tu veux comprendre le pourquoi du comment et que c'est pas juste politique, congé limité, bullshit, machin, mais qu'il y a une réflexion derrière et quelles questions on se pose. Et donc, c'est super cool d'avoir ces formats-là et de pouvoir venir parler dessus.
Bah, merci beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses par rapport à ce que je vois d'habitude sur LinkedIn. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!